Il est des affaires que j'ai longtemps gardées dans le secret de mes carnets, craignant moins pour ma propre réputation que pour celle de certaines institutions que notre nation tient en haute estime. Parmi ces histoires délicates, aucune ne m'a davantage troublé que celle que j'ai fini par nommer dans mes notes internes l'affaire du fiacre des illusions. Elle se déroula à une époque où je partageais encore le logement de mon incomparable ami Sherlock Holmes au 221 B de Baker Street. Ce soir-là, un brouillard épais montait de la Tamise, noyant les réverbères dans un halo jaune et donnant à Londres un aspect de spectral que Holmes appréciait presque autant que les affaires complexes. Je lisais distraitement un traité médical, tandis que mon compagnon, étendu sur le canapé, sa longue silhouette amaigrie plongée dans la pénombre, demeurait silencieux depuis une heure entière. Vous tournez la page sans la lire, Watson, ce qui prouve que votre esprit est aussi désœuvré que le mien. Je répondis qu'en effet aucune affaire digne de lui ne s'était présentée depuis plusieurs semaines, et que même un simple vol de bijoux m'aurait paru une bénédiction. Ne tentez pas de me convaincre que vous regrettez les vols de bijoux pour eux-mêmes, mon cher ami. Vous regrettez simplement leurs conséquences narratives. Avant que je ne puisse protester, un coup discret retentit à la porte de notre salon et la voix familière de Mrs. Elson s'éleva dans l'antichambre. Monsieur Holmes, une jeune dame souhaite ardemment vous parler, et elle semble très bouleversée. Faites-la entrer immédiatement, Mrs. Edson, et veillez à ce que le feu soit bien alimenté, car je crains que nous n'ayons ce soir affaire aux rigueurs conjuguées du climat londonien et de la détresse humaine. Une femme entra dans la pièce, enveloppée dans un manteau sombre dont elle releva le col avec un geste presque inconscient, tandis que ses mains gantées tressaient un léger tremblement. Son visage était d'une pâleur frappante, mais ses yeux sombres révélaient une énergie contenue et une détermination qui contrastaient avec l'expression de profonde inquiétude qui les assombrissait. Messieurs, je vous demande pardon d'envahir ainsi votre soirée, mais on m'a assuré qu'il n'y avait en Angleterre aucun autre homme qui puisse m'aider. Holmes indiqua le fauteuil près du feu avec un léger salut, et je pus observer que déjà son regard s'était posé avec cette acuité singulière sur les moindres détails de notre visiteuse. Vous avez très bien fait de venir jusqu'ici, madame ou mademoiselle, car les affaires qui franchissent le seuil de Baker Street ne sont jamais indiscrètes, seulement humaines. Je me nomme Margaret Helmsley, monsieur, et c'est de mon frère, le capitaine Art Helmsley, que je viens vous parler, car je crains pour sa raison et pour la vie d'un autre homme. Ce nom ne me disait rien, mais je vis dans les yeux de Holmes un éclair d'intérêt dès qu'elle mentionna le grade du frère en question. Capitaine, dites-vous, ce titre évoque l'armée des Indes et les campagnes de l'Empire. Mon frère a servi avec distinction en Afghanistan, monsieur, puis en Inde où il a été cité à l'ordre du jour pour un acte de bravoure lors d'une escarmouche dans un col de montagne. Elle marqua une pause, cherchant manifestement ses mots, tandis que je remarquai à la lumière du feu le reflet d'une bague de deuil à son annulaire gauche. Depuis son retour à Londres, pourtant, il n'est plus le même homme. Son regard se perd souvent comme s'il voyait encore les rochers du pays lointain, et il parle de trahison et de complots invisibles. Des complots invisibles, dites-vous. Voilà un terme qui mérite notre attention plus encore que celui de trahison. Il affirme qu'un ancien camarade d'armes, le lieutenant Harold Bra, l'a vendu à l'ennemi lors d'une mission, et il prétend entendre la nuit des voix qui murmurent son nom avec des reproches. Tandis qu'elle prononçait ces mots, sa voix se brisa légèrement et elle porta son mouchoir à ses lèvres comme pour retenir une émotion trop vive. Nous avons consulté un médecin de famille qui parle de chocs nerveux et de souvenirs traumatiques, mais je vois bien dans le regard de mon frère une résolution plus terrible qu'une simple mélancolie. Vous craignez qu'il ne passe de la parole aux actes. Oui, monsieur, et je viens trop tard, car une chose irréparable s'est déjà produite. Holmes se redressa à ces paroles, et la flamme du feu vint illuminer son profil aigu, tandis qu'il croisait les doigts devant lui avec cette attitude de recueillement qui m'était bien connue. Je vous en conjure, mademoiselle, exposez les faits avec la plus grande exactitude, car le moindre détail peut ici peser plus lourd que les canons d'une batterie. Avant hier soir, mon frère a invité chez nous le lieutenant Bra pour un dîner qui devait, selon lui, mettre un terme définitif aux soupçons qu'il nourrit depuis des mois. Je savais que leur relation était devenue tendue, mais j'ignorais combien elle s'était dégradée, car en entrant dans la salle à manger, j'ai trouvé mon frère d'une pâleur extrême et le regard fixe. Après le repas, mon frère a fait appeler un fiacre fermé, et il a insisté pour que le lieutenant l'accompagne,
prétendant qu'il devait lui montrer quelque chose qui prouverait enfin sa culpabilité ou son innocence. Le fiacre a quitté notre maison de Kensington un peu après minuit, et au matin seul mon frère est revenu, ses vêtements froissés et les yeux brillants d'une lueur que je n'avais jamais vue. Il m'a déclaré que le lieutenant avait quitté le fiacre en route après avoir confessé sa trahison, et qu'il ne le reverrait sans doute jamais. Je sentis un frisson me parcourir à ces mots, car il n'est rien de plus inquiétant que l'idée d'un homme livré sans témoin au jugement d'un autre dont l'esprit vacille au bord de l'abîme. Le lendemain, j'ai reçu une lettre censée provenir du lieutenant Ambre, où il affirme se trouver en sécurité et me conjure de ne pas chercher à connaître son lieu de retraite. Vous dites censé provenir, c'est donc que quelque chose vous fait douter de cette origine. La graphie est bien la sienne, mais les tournures sont étranges, et il y parle de bruits de cloches soudaines, d'une lumière qui clignote comme un phare derrière des planches et d'un roulis qui lui donne presque le mal de mer. De plus, il n'a jamais été homme à fuir ses responsabilités, et l'idée qu'il abandonne son poste à Londres sans avertir ses supérieurs me semble en contradiction totale avec son caractère. Au moment où elle prononçait ces derniers mots, nous entendîmes résonner des pas pressés dans l'escalier, puis un coup bref et décidé frappa de nouveau à notre porte. Monsieur Holmes, l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard souhaite aussi vous voir au sujet d'une affaire urgente. Faites entrer, Mrs. Edson, car il me paraît que la Providence se plaît ce soir à réunir dans ce salon des fils que nous devrons tresser ensemble. L'inspecteur Lestrade entra, coiffé de son éternel chapeau rigide, le manteau encore moucheté de gouttes de brouillard et un air plus grave qu'à l'ordinaire. Je crains de vous déranger, monsieur Holmes, mais une disparition inquiétante met en émoi le bureau, et le nom de votre visiteuse n'est pas inconnu de nos rapports. Il s'interrompit en apercevant Miss Elmslie assise près du feu et promena sur elle un regard dans lequel se mêlaient la politesse contrainte et la curiosité professionnelle. Nous nous occupons d'un officier disparu, le lieutenant Harold Burr, et le principal témoin de cette affaire n'est autre que le capitaine Arthur Elmslie, votre frère, madame. Alors vous aussi, vous croyez que mon frère a fait quelque chose de terrible? Je crois surtout, madame, que les circonstances réclament une enquête rigoureuse, car le cocher qui a conduit les deux gentlemen cette nuit-là nous a livré un récit fort singulier. Asseyez-vous, Lestrade, et exposez-nous ce récit, puisque la Providence nous a épargné la peine d'aller vous chercher à Scotland Yard. Le cocher affirme avoir pris les deux officiers devant la maison de Kensington et les avoir conduits en direction des docks, mais il se contredit sur la distance exacte et sur l'heure précise de leur arrivée. Il déclare cependant les avoir vus descendre tous les deux sur un quai désert, puis s'éloigner ensemble dans le brouillard, tandis que lui retournait au dépôt avec son fiacre. Depuis, on n'a plus revu le lieutenant et la rumeur commence à parler de duels secrets ou, pire, de querelles mortelles entre camarades d'armes. Holmes se leva alors et commença à faire les 100 pas dans la pièce, les mains derrière le dos et le menton penché, comme s'il suivait sur le tapis les lignes invisibles d'un problème géométrique. Nous avons, d'un côté, une sœur qui craint pour la raison de son frère, de l'autre, un policier qui soupçonne un possible meurtre, et au centre un fiacre dont le rôle exact reste obscur. Je vous serai reconnaissant, Lestrade, de bien vouloir nous obtenir l'autorisation d'examiner ce fiacre, ainsi que d'interroger son cocher, avant que la mémoire de ce dernier ne se laisse envahir par l'imagination populaire. Le fiacre est déjà consigné au dépôt, monsieur Holmes, et le cocher attend votre bon vouloir, mais dois-je entendre que vous acceptez de vous charger de l'affaire? Mon cher Lestrade, si je refusais une affaire qui réunit à la fois un officier décoré, un fiacre mystérieux et une lettre pleine d'images curieuses, je trahirais le sens même de ma vocation. Holmes se tourna ensuite vers Miss Elmslie et lui demanda avec douceur de lui confier la lettre du lieutenant, ainsi que tout objet appartenant à son frère qu'elle aurait pu apporter avec elle. J'ai ici la lettre, monsieur, et j'ai emporté, sans trop savoir pourquoi, la canne d'officier de mon frère qui se trouvait dans le vestibule lorsque j'ai quitté la maison. Elle tira de son réticule une enveloppe soigneusement pliée, puis posa sur la table une lourde canne dont la poignée sculptée représentait une tête de léopard, tandis que l'extrémité métallique brillait faiblement. Voilà qu'il est fort aimable de votre part, mademoiselle. Vous venez d'apporter à ce salon non seulement une lettre, mais une clé encore invisible. Holmes plaça la lettre près de la lampe et l'examina d'abord sous différents angles sans l'ouvrir, observant le grain du papier, la position du timbre et jusqu'à la manière dont le cachet avait été appuyé.
Il prit ensuite la canne et la fit rouler entre ses doigts avec une sorte de délicatesse moqueuse, en faisant mine de la peser, puis de vérifier l'usure du métal à sa base. Watson, votre expérience médicale vous a appris à reconnaître les tremblements d'une main nerveuse. Observez donc ces lignes d'écriture et dites-moi si elles vous paraissent être celles d'un homme assis à une table solide. Je m'approchai de la lettre que Holmes venait d'ouvrir, et je remarquai en effet que certains traits s'épaississaient par endroits, comme si la plume avait buté contre des secousses régulières. Je fis remarquer que l'encre révélait de petites éclaboussures alignées selon un rythme presque mécanique, signe d'un support instable soumis à un mouvement répétitif. Très bien, Watson, nous y reviendrons après avoir interrogé le fiacre lui-même, car il est rare que ce genre de véhicule demeure muet lorsqu'on sait le faire parler. Holmes conclut l'entretien en promettant à Miss Elmslie de se rendre dès le lendemain matin au dépôt de fiacre et l'invita à retourner auprès de son frère sans éveiller ses soupçons. Je vous confie la vie de cet homme innocent, monsieur, et peut-être aussi l'honneur de mon frère. Vous pouvez compter sur nous, mademoiselle, car si votre frère est coupable de quelque chose, ce n'est peut-être pas du crime que l'on imagine, mais d'avoir laissé son esprit se laisser dominer par ses propres ombres. Dès que la porte se fut refermée sur notre visiteux et sur l'estrade qui l'escortait, Holmes se rassit brusquement et me regarda avec une expression où se mêlaient l'excitation et une certaine gravité. Wotton, vous avez entendu comme moi le mot rouille dans la lettre, et vous avez vu cette canne dont la base témoigne d'une usure circulaire extrêmement particulière. J'avouai n'avoir saisi là qu'une coïncidence de plus, mais je savais par expérience que pour mon ami ce genre de détail constituait souvent le cœur même de l'énigme. Nous reparlerons de tout cela demain, après avoir fait la connaissance du fiacre fermé, ce silencieux confesseur des crimes londoniens. Le lendemain matin, nous partîmes de bonne heure en compagnie de l'estrade pour le dépôt où l'on gardait les voitures de remise sous l'autorité d'un régisseur scrupuleux. Le brouillard matinal traînait encore entre les arches du bâtiment, et l'odeur mêlée de cuir, de bois humide et de fumier formait un parfum que je n'ai jamais oublié. Au fond de la halle, parmi d'autres véhicules, se tenait un vieux fiacre fermé dont la carrosserie sombre portait les traces du temps et des intempéries, mais qui conservait une certaine dignité. Voilà le fiacre en question, monsieur Holmes, et voici le cocher qui l'a conduit cette nuit-là. Un homme d'âge mûr, au visage tanné et aux moustaches grises, s'avança en triturant sa casquette avec une gêne respectueuse. On m'a dit que vous vouliez m'entendre, monsieur. Je vous dirai tout ce que je sais, mais je jure que je n'ai rien fait d'autre que mon métier. Nous ne sommes pas ici pour vous accuser, mon ami, mais pour éclaircir ce qui reste obscur. Je vous prie donc de nous raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai pris les deux gentlemen devant la maison du capitaine de bonne heure dans la nuit. Ils sont montés sans un mot et m'ont donné l'ordre d'aller vers les docks. Le brouillard était si dense que l'on n'y voyait pas à de longueurs de cheval, et je me suis fié presque uniquement au bruit des cloches pour me guider. J'ai roulé assis un bon moment en entendant parfois leur voix s'élever derrière la cloison, comme s'ils se disputaient à propos d'une vieille histoire de campagne. Finalement, je me suis arrêté sur un quai désert selon ce que je croyais être leur désir, et je les ai vus descendre tous les deux pour disparaître aussitôt dans la brume. Vous dites selon ce que vous croyez être leur désir, n'ont-ils pas donné d'indications plus précises au moment de descendre? L'un d'eux a frappé 3 fois sur la paroi avec sa canne, comme on le fait pour dire au cocher de stopper, et j'ai compris le signal. Holmes écoutait en silence, mais je vis qu'il notait mentalement chaque détail, tandis que son regard se portait déjà vers l'intérieur sombre du fiacre. Permettez-moi maintenant d'examiner votre voiture, si vous le voulez bien, car il est possible qu'elle se souvienne de choses qui vous ont échappé. Nous suivîmes Holmes jusqu'au fiacre, et je le vis se pencher à l'intérieur avec la souplesse d'un chat, ses longs doigts glissant sur les parois et les sièges comme s'il cherchait une texture invisible. Il tapota le plancher du bout de sa canne puis de son talon, et un son métallique étouffé répondit à chaque coup, révélant la présence de plaques cachées sous le bois. Remarquez, Watson, ces rayures presque circulaires près de la cloison et ce petit orifice sur le plancher, exactement du diamètre de la base d'une canne. Je me penchai à mon tour et j'aperçus en effet une ouverture soigneusement dissimulée entre 2 planches, ainsi que des marques d'usure qui ne devaient rien au simple passage des passagers. Introduisez donc la canne du capitaine que vous avez emportée dans ce trou, et voyez comme elle s'y ajuste parfaitement.
Je fis l'essai et constatai avec surprise que la canne tournait dans l'orifice en provoquant un léger balancement de la caisse du fiacre, comme si toute la structure reposait sur un pivot. N'est-ce pas fascinant? Watson, le plus humble des fiacres, se transforme ici en une sorte de navire immobile, capable de simuler la houle pour qui se trouve enfermé à l'intérieur. Holmes examina ensuite les parois et découvrit des volets coulissants dissimulés derrière les rideaux, permettant d'ouvrir ou de fermer à volonté de minces fentes par lesquelles la lumière d'une lanterne pouvait filtrer. Imaginez un homme prisonnier de cet espace, secoué par un mouvement régulier, entendant sous ses pieds un bruit de ferraille imitant celui des sabots, et ne voyant que des éclairs de lumière. Je commençai à entrevoir le tableau que mon ami se formait, mais la hardiesse d'un tel stratagème me parut presque incroyable. Êtes-vous en train de dire, monsieur Holmes, que les deux officiers ne se sont peut-être jamais rendus au dock? Je dis seulement qu'un fiacre peut servir à transporter des hommes à travers Londres ou à transporter leur imagination sans les déplacer d'un pouce. Holmes se tourna de nouveau vers le cocher et lui posa plusieurs questions sur l'itinéraire réel qu'il avait suivi, puis sur la proximité d'une église dont les cloches auraient pu se faire entendre. Il y a bien une petite église non loin du dépôt, monsieur, que l'on entend très bien la nuit lorsque tout est silencieux. Je passe devant presque chaque soir. Voilà qui suffit pour expliquer la mention des cloches dans la lettre de notre disparu, Watson, car si le fiacre n'a jamais quitté la remise, les cloches n'avaient nul besoin de l'accompagner. Nous quittâmes le dépôt après que Holmes eut demandé que l'on laissât le fiacre à sa disposition pour quelques heures supplémentaires, ce que le régisseur accepta avec réticence par déférence pour Scotland Yard. Sur le chemin du retour vers Baker Street, je demeurai plongé dans mes réflexions, tandis que Holmes marchait à grande enjambée, les yeux fixés devant lui comme s'il poursuivait une ombre visible de lui seul. De retour à notre appartement, il jeta la canne sur la table, prit la lettre du lieutenant et se mit à examiner plus attentivement encore l'écriture en me demandant à nouveau mon avis. Je confirmai que les saccades régulières de la plume évoquaient davantage le tangage d'un véhicule qu'un simple tremblement de main, et j'ajoutai que certaines expressions traissaient une confusion sensorielle. Précisez, Watson, car votre observation touche ici au cœur même de la question. Je répondis que parler de roulis et de mal de mer en plein Londres, ainsi que de lumière clignotant comme un phare, supposait un esprit persuadé d'être transporté loin des ruses ordinaires. Exactement, et c'est précisément ce que notre capitaine a voulu obtenir une fois son camarade enfermé dans cette boîte à Ijon. Il n'avait plus qu'à manipuler la canne et les volets pour gouverner sa perception. Holmes se leva soudain et alla chercher dans un tiroir une carte de Londres qu'il étala sur la table avant de tracer du bout du doigt une ligne imaginaire entre Kensington et les docks. Pour qu'un cocher croie se rendre au dock, il lui suffit de rouler dans la brume un certain temps en suivant grossièrement cette direction, tandis qu'en réalité il peut tourner autour du quartier. Mais pour qu'un prisonnier croie être déjà parvenu à un quai ou à un navire, il suffit de secouer le fiacre d'une manière étudiée et de lui faire entendre des bruits convenables. Holmes déclara alors qu'il tenait le fil principal de l'affaire et qu'il ne restait plus qu'à le tendre au capitaine pour voir si celui-ci se prendrait lui-même dans le piège qu'il avait préparé pour un autre. Nous irons cet après-midi chez le capitaine Elseley, Watson, et nous le prierons de nous éclairer sur certains détails d'apparence insignifiante qui pourraient bien décider de sa liberté. Dans l'après-midi, nous nous rendîmes donc à la demeure des Elseley où Miss Margaret nous accueillit avec un mélange d'anxiété et de soulagement en nous apprenant que son frère se trouvait dans son cabinet de travail. Il se promène depuis le matin comme un lion en cage et répète qu'il a rendu un grand service à l'armée et à l'Empire. Nous fûmes introduits dans un vaste cabinet aux murs couverts de cartes et de lithographies représentant des scènes de bataille en Orient, où se tenait le capitaine Elseley, un homme au visage bronzé et aux traits marqués. On me dit que vous êtes le célèbre détective, monsieur Holmes, et que ma sœur a cru bon d'appeler à son secours un étranger dans une affaire qui relève pourtant de l'honneur militaire. Je ne suis qu'un observateur des faits, capitaine, et l'honneur est un terrain où je ne m'aventure qu'avec prudence, car il s'y mêle souvent plus de passion que de raison. Vous n'ignorez pas que le lieutenant Brett est un traître et que j'ai obtenu de lui la confession de son infamie la nuit où nous avons quitté cette maison dans un fiacre. Je n'ignore pas que vous l'accusez de trahison, capitaine, mais la justice civile comme la justice militaire exige de voir la preuve de ces accusations et le corps des accusés. La preuve est dans sa fuite, monsieur. Il a préféré disparaître plutôt que d'affronter le conseil d'enquête qui aurait mis à nu sa lâcheté.
Vous avez donc l'intention de saisir officiellement les autorités de cette affaire. C'était mon intention, mais votre présence ici me donne une autre idée. Si un homme comme vous déclare devant l'opinion que Bras a confessé sa trahison, cela vaudra toutes les cours martiales du monde. Je ne puis attester que ce que j'ai vu ou entendu de mes propres yeux et oreilles, capitaine. C'est pourquoi je vous propose une expérience qui satisfera à la fois votre désir de justice et ma soif de précision. Il s'agit simplement de reconstituer, avec votre aide, la nuit de la disparition dans les écuries où se trouve le fiacre que vous avez utilisé, et ce en présence de témoins irréprochables, parmi lesquels l'inspecteur Lestrade. Je n'ai rien à cacher à Scotland Yard, et encore moins à la vérité. Je vous suivrai donc dans vos moindres manœuvres. Holmes inclina légèrement la tête, comme un joueur qui vient de voir son adversaire accepter le coup décisif, et nous prîmes congé après avoir fixé l'heure de la reconstitution. Dans la soirée, les écuries attenantes à la demeure des Elmseley furent discrètement occupées par quelques hommes de l'estrade qui se tinrent hors de vue, tandis que Miss Marbury attendait avec angoisse dans le salon. Le fiacre avait été conduit dans la remise la plus vaste, où la lanterne suspendue diffusait une lumière jaune révélant la poussière accumulée dans l'air stagnant. Tout est en place, Monsieur Holmes, et mes hommes sont prêts à intervenir au premier signal, mais je dois vous avouer que je ne vois pas encore très clairement où vous voulez en venir. Rassurez-vous, Lestrade, dans quelques minutes ce fiacre vous parlera plus éloquemment que n'importe quel informateur de la capitale. Le capitaine Elmseley arriva bientôt, vêtu de son uniforme comme pour paraître devant une cour martiale, et tenant à la main une canne que je reconnus aussitôt. Me voici, Monsieur Holmes, et je suis prêt à refaire chaque geste de cette nuit pour que personne ne puisse ensuite douter de ma bonne foi. C'est précisément ce que j'espérais. Capitaine, je vous demanderai d'abord de prendre place à l'intérieur du fiacre comme vous l'aviez fait en compagnie du lieutenant. Le capitaine monta dans la voiture avec une assurance presque théâtrale, puis Holmes me fit signe de l'accompagner, tandis que Lestrade se postait près de la porte grande ouverte. Rappelez-vous maintenant, capitaine, comment vous avez donné l'ordre au cocher d'avancer. Puis j'ai frappé 3 fois sur la paroi avec ma canne, comme tout gentleman le ferait pour signifier au cocher de démarrer. Il accompagna ces paroles du geste, et le bois résonna contre la cloison avec un son creux qui se répercuta dans la remise silencieuse. Et lorsque vous vouliez donner à votre compagnon l'impression de monter à bord d'un navire, comment procédiez-vous, capitaine? J'ai simplement utilisé une petite modification de ma conception, monsieur, en insérant ma canne dans ce trou et en la faisant tourner ainsi. Il introduisit la canne dans l'orifice du plancher que nous avions découvert plus tôt et se mit à la faire tourner d'un mouvement régulier. Aussitôt le fiacre se mit à osciller comme s'il flottait sur des vagues invisibles. Voyez-vous, monsieur Holmes, comme cela donne l'impression d'un roulis de mer, n'importe quel homme enfermé ici croirait se trouver déjà sur une embarcation. Et la lumière clignotante dont parle votre ami dans sa lettre, comment la produisiez-vous, capitaine? Il suffit d'ouvrir et de refermer ses volets pour laisser passer de temps à autre le rayon d'une lanterne suspendue dehors. Cela rappelle aux prisonniers le phare d'un port lointain. Tandis qu'il parlait, le capitaine tirait sur les cordons et maniait les volets avec une adresse presque fiévreuse, et l'intérieur du fiacre était tantôt plongé dans l'obscurité, tantôt baigné d'un éclair brutal. Vous admettez donc, capitaine, que l'on pouvait être ici trompé sur la distance parcourue, les sons entendus et la nature même du lieu où l'on se trouvait. Trompé, peut-être, mais seulement un homme qui a quelque chose à cacher, car le remords rend l'imagination facile à conduire. Et pourtant, capitaine, un homme enfermé ici, privé de toute vue stable, soumis à ce roulis artificiel et à ces jeux de lumière, pourrait être n'importe qui, même un officier qui n'a rien à se reprocher. À ces mots, Holmes donna un léger coup de pied sur le plancher, et le bruit métallique des plaques cachées se fit entendre avec plus de netteté. Maintenant, Lestrade, si vous voulez bien ouvrir cette porte, nous allons demander à la réalité de confirmer ou non la version de notre ami. Lestrade hocha la tête, fit un signe à 2 de ses hommes, et la porte du fiacre fut brusquement tirée vers l'extérieur, découvrant l'intérieur sombre où nous nous tenions avec le capitaine. Dans un coin du véhicule, étendu sur des couvertures et les yeux brûlés par l'obscurité, un homme maigre et livide se redressa en portant la main à son visage pour se protéger de la lumière. Où suis-je? Suis-je enfin sorti de ce maudit navire? Je reconnus aussitôt le lieutenant Harold d'après la description que nous en avait faite Miss Elseley, bien que son visage ravagé par la fatigue et la frayeur eût perdu une grande partie de sa jeunesse.
Par tous les diables, il était donc enfermé ici depuis tout ce temps. Le capitaine Helmsley resta un instant immobile comme frappé de stupeur, puis son regard passa du visage hagard de son camarade à celui, impassible, de Holmes. Ce n'est pas possible, il n'aurait pas dû être encore là. J'avais prévu de le faire transférer. Transféré, dites-vous, capitaine, ou plutôt jugé, condamné et peut-être même exécuté par un tribunal dont vous auriez été le seul juge et le seul bourreau. Il m'a trahi. Je l'ai vu échanger des regards avec l'ennemi dans le col de montagne. Il devait expier sa faute. Votre conviction ne suffit pas à faire un crime, capitaine, et encore moins à justifier la séquestration d'un homme dans un fiacre transformé en salle de torture psychologique. Lestrade s'approcha du lieutenant, l'aida à descendre du véhicule et le fit asseoir sur une botte de paille, tandis qu'un de ses hommes lui apportait de l'eau. Je croyais être emmené chaque nuit vers un nouveau port, puis reconduit dans la même cale. C'était comme un cauchemar qui recommençait sans cesse. Le capitaine me parlait de trahison, de complot, de voix qui l'accusaient, et il me faisait jurer et rejurer que je n'avais jamais parlé à l'ennemi. J'entendais des cloches, des pas sur les pavés, des bruits de sabots, et la voiture tendait comme un bateau. Pourtant je ne sentais jamais l'air du large. Vous n'avez jamais quitté cette remise, lieutenant. Tout ce que vous avez perçu n'était qu'un décor sonore et lumineux destiné à faire vaciller votre raison jusqu'à ce que vous confessiez un crime imaginaire. Capitaine Art Helmsley, je vous arrête pour séquestration illégale et pour avoir mis en danger la vie de cet homme que vous considérez comme votre ennemi. Vous n'avez pas le droit. Je suis un officier de Sa Majesté. J'ai servi l'Empire. Je défendais seulement l'honneur du régiment. Il viendra un temps, capitaine, où l'on discutera devant des experts de la part de folie et de la part de lucidité qui se partageaient votre esprit, mais pour l'heure la société doit se protéger de vos illusions. Tandis que Lestrade et ses hommes emmenaient le capitaine encore protestant, je ne pus m'empêcher de songer au contraste tragique entre la noblesse de l'uniforme et la misère de l'esprit qui l'habitait. Miss Margaret fut bientôt introduite dans la remise et, lorsqu'elle aperçut le lieutenant vivant bien que brisé par l'épreuve, ses forces l'abandonnèrent un instant et elle faillit s'évanouir. Je croyais que vous étiez mort, et que le sang de cet homme pesait déjà sur la conscience de mon frère. Je vous dois la vie, madame, car sans votre courage je serais resté prisonnier de ce cauchemar jusqu'à ce que mon esprit se rompe. Nous ramenâmes le lieutenant à la maison où Mrs. Elson fit préparer un thé fort et quelques mets simples que notre patient dévora avec l'avidité d'un homme qui revient d'un long siège. Pauvre garçon, on voit bien qu'il n'a pas mangé à sa faim et qu'il n'a pas vu la lumière du jour depuis bien trop longtemps. Les jours qui suivirent furent consacrés à des dépositions à Scotland Yard, ainsi qu'à des entretiens avec des médecins appelés à se prononcer sur l'état mental du capitaine Helmsley. On décida finalement de le placer dans un établissement spécialisé plutôt que de le traduire devant un tribunal ordinaire, estimant que ses actes relevaient moins de la malveillance que d'une obsession maladive de l'honneur. Le lieutenant recouvra peu à peu ses forces, bien que les nuits restassent longtemps peuplées pour lui de secousses imaginaires et de lumières clignotantes. Quant à Miss Margaret, elle demeura reconnaissante envers Holmes avec une discrétion qui ne fit qu'augmenter l'estime que je lui portais. Un soir, quelques semaines plus tard, alors que l'affaire semblait déjà s'éloigner de notre quotidien, je me permis de demander à mon ami quelles avaient été les premières indications décisives pour lui. Mon cher Watson, tout reposait sur l'alliance singulière de la lettre et de la canne, car la lettre me parlait de roulis et de lumière clignotante, tandis que la canne me révélait le mécanisme qui produisait ces illusions. L'usure circulaire de la base, les particules de sucre et de peinture noire incrustées dans le métal prouvaient qu'elle avait servi à autre chose qu'à guider les pas d'un gentilhomme. Ajoutez à cela un cocher sincère mais trompé par le brouillard et par les coups frappés sur la cloison, et vous obtenez l'instrument parfait pour déplacer des esprits sans déplacer les corps. Je lui fis remarquer que, sans la chance de voir Lestrade se présenter chez nous au même moment que Miss Margaret, nous aurions peut-être manqué l'affaire. Ce que vous appelez chance, Watson, n'est que le nom que donnent les profanes à la conjonction de faits qui devaient nécessairement se rencontrer un jour ou l'autre. Il se leva, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre et regarda un instant la rue de Baker Street où le brouillard commençait de nouveau à monter, comme au soir où l'affaire avait commencé. La vie tout entière, Watson, n'est qu'un immense fiacre où des milliers d'hommes se laissent secouer par les illusions que d'autres fabriquent pour eux, mais il suffit parfois d'ouvrir une porte pour voir la vérité immobile au centre. Je notai cette phrase dans mon carnet, car elle me sembla résumer mieux que toute autre la leçon étrange que nous avait donnée le capitaine Helmsley avec son fiacre des illusions.
Je compris aussi ce soir-là combien l'esprit humain, même le plus discipliné par la carrière militaire, restait vulnérable lorsque l'orgueil et la peur se liguaient pour déformer la réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai longtemps pas publié ce récit, craignant que l'on y voie une attaque contre une institution respectable plutôt qu'une méditation sur la fragilité de l'homme. Pourtant, alors que les années passent et que les visages de ceux qui ont peuplé ces aventures se dissipent comme le brouillard sur la Tamise, je sens qu'il est temps de confier cette histoire à ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent. Je sais bien, chers auditeurs, que vous avez suivi avec patience les méandres de cette affaire singulière et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir écouté cette affaire jusqu'au bout et d'avoir accepté de partager une fois de plus nos souvenirs de Baker Street. Si cette aventure vous a plu, je vous invite à mettre un pouce levé sous cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus intrigué. Si vous souhaitez soutenir davantage nos affaires inédites, vous pouvez, si vous le voulez bien, utiliser le code à réponse rapide qui se trouve en bas à droite de l'écran ou le lien dans la description pour faire un don au canal. Dans la description, vous trouverez également un lien vers d'autres récits appartenant à une série tout à fait différente que je vous laisse découvrir par vous-même. Je vous dis au revoir pour ce soir, en espérant vous retrouver très bientôt pour une nouvelle affaire inédite de Sherlock Holmes racontée depuis mon fidèle carnet.